Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous. Ici Riger avec l'afro de Brooke. On se retrouve aujourd'hui pour la review peut-être, je sais pas, avant cette vidéo si je vais en faire plusieurs, mais on se retrouve pour la review du chapitre 1051 de One Piece. Donc le titre c'est Momonosuke Kozuki, Shogun du pays des Wa. C'est le chapitre que j'avais lu quand j'ai repris One Piece. Donc l'idée c'est comme je vous disais dans les vidéos let's play de Final Fantasy 1, je suis en train de faire un planning. C'est pas des horaires, mais c'est plutôt des vidéos que je voudrais faire par jour. Et One Piece, je l'ai mis 2 fois dans la semaine. Alors là, là, j'essaie de me motiver. Je tiens déjà à vous dire que moi, j'ai un peu lâché One Piece. Hein, c'est plus autant la kiffance qu'avant. Mais après, c'est un peu comme ça avec toutes les œuvres de manière générale. Là, cet après-midi, je sors de la sieste. J'ai mis en ligne les vidéos Final Fantasy. Je me suis chauffé parce que j'ai envie de faire au moins une vidéo par jour. Et je me suis dit, bah vas-y, let's go, on va lire One Piece, on va voir ce que ça raconte un peu cette fin d'arc. On va voir ce qui va être dit, on va prendre des notes, on va critiquer, on va analyser, on va essayer de faire des trucs. Et donc du coup, voilà, moi je me souviens en gros, Kaido il s'était fait ragla par Luffy avec un gros coup de poing de la taille de l'île, n'importe quoi. Luffy, il l'avait pas touché ou il l'avait touché, j'en sais rien du tout. En tout cas, il avait dit qu'il allait pas le toucher, qu'il allait projeter son haki de l'armement pour le frapper ou son haki des rois, parce qu'apparemment on peut revêtir l'haki des rois aussi. Moi, je suis déçu en fait de cette conclusion de l'arc, parce que Kaido, en fait, il a été présenté comme un gros méchant, mais finalement, il a été traité un peu comme n'importe quel méchant d'arc. Je veux dire, j'ai trouvé que c'était plus épique le combat contre Doflamingo, parce que déjà les difficultés elles sont montrées. Et en plus de ça, Doflamingo, il a des punchlines, il a des jirs, il a une histoire. Kaido, son histoire, elle n'a pas été racontée. On a raconté l'histoire d'Oden. Au final, Kaido, il est juste apparu comme le grand pirate. Certes, c'était un méchant pirate, comme le méchant pirate qui a conquéri l'île, comme, je veux dire, Crocodile, Doflamingo, Moria, même Wapol, au final, ils ont été mieux traités parce qu'ils ont été plus développés. Kaido, il n'a pas du tout été développé. On n'a pas développé sa personnalité, on n'a pas développé son histoire, on n'a pas développé ses capacités, on n'a rien développé du personnage. C'est juste un type qui peut se transformer en dragon, qui aime boire. Et quand il boit, il est un peu loufoque, mais à part ça, il y a pas il y a pas eu comment dire, de sublimation dans cet arc de la part de Kaido. Et à aucun moment, Kaido, il a vraiment mis la pression, dans le sens où l'histoire, ça nous raconte bien la victoire de Luffy et de son équipage, mais il n'y a aucune difficulté. Je veux dire, la plus grosse difficulté, c'est quand Sanji s'est retrouvé face à Black Maria complètement ligoté dans la toile d'araignée, qu'il a commencé à se faire ragla et qu'il a appelé Robin au secours. Et au moins cet arc-là, il y aura eu la particularité qu'il y a eu un combat de Robin. Je sais pas si vous avez noté, mais dans l'œuvre, Robin, elle a eu un seul vrai combat, c'était à Skypiea contre le chef de la garde des hommes chèvres. Et depuis, elle a eu que des sous-boss, des ennemis vraiment faciles à battre qu'elle a clutch en 2 secondes. Donc c'est cool. Mais après, Robin aussi, elle n'est pas traitée de manière à ce que c'est pas. Elle sait se battre, c'est une assassin. Et donc, du coup, ces combats, ils sont rapides. Mais genre, là, c'était cool, ce combat contre Black Maria. C'est un point positif de l'arc. Mais après, tout le reste, je veux dire, Kaido, il est pas dans la vie de l'île. Dans le sens où tous ces soldats, je veux dire, moi, l'acte 1 et l'acte 2 de Wano, j'ai surkiffé en réalité. J'avais surtout surkiffé pour Osabo Mask. Osaba Mask, quand Sanji met la combinaison et qu'il est en mode furtif et tout, et qui tabasse Page One, ça c'était trop kiffant à suivre. Mais ensuite, l'acte 3, en fait, un peu pété. Dans le sens où, au final, Kaido, c'est un empereur, c'est le deuxième combat contre un empereur. Le premier, c'était contre Big Mom, mais contre Big Mom, il y avait ce côté cap à atteindre, difficulté. Ses soldats, ils sont forts. Ses bras droits, ils sont forts. Elle-même, elle est plus forte que eux. Et c'est dur de l'arrêter, c'est dur de la fuir, c'est dur de la contenir. Et là, Kaido, en réalité, au début, ça allait. Il arrivait comme ça, quand les fours rouges lui ont fait face, il avait ce côté je mets la pression. Mais ensuite, dès l'instant où Luffy il a commencé à intervenir dans le combat, au début, Luffy il n'était pas du tout au niveau, et sans explication, juste parce que Luffy il a la force de la volonté, c'est le gentil et il a le cœur pur, il bat Kaido, et franchement je trouve ça un peu décevant, dans le sens où moi je m'attendais à ce que mais j'aurais préféré que mon hypothèse soit vraie, c'est que Luffy il arrive pas à battre Kaido tout simplement parce que Kaido il est juste trop fort et que du coup Luffy et les fourreaux rouges et toute sa bande ils sont obligés de battre en retraite
parce qu'ils ont réussi à en battre certains, ils n'ont pas réussi à battre les plus importants. Donc ils commencent à battre en retraite parce qu'ils se rendent compte qu'ils peuvent pas avoir la victoire et ils vont rejoindre Shanks. Et Shanks, il leur dit vous inquiétez pas, je vais vous aider. Parce que là, du coup, ce qui se passe, c'est que bon, on le verra plus tard dans les chapitres, mais au final, le manga, j'ai comme l'impression qu'il va faire un Masashi Kishimoto, comment dire, un pétage de câble, un pétage de durite, qu'on va nous sortir des méchants de nulle part, qui étaient pas dans l'histoire principale, qui sont utilisés qu'à la fin, et on nous disant non, mais en fait, il est trop fort, lui, et que du coup, genre, je veux dire, moi, dans Naruto, j'ai pas du tout aimé ça pour la fin du manga. J'explique pas dans les détails pour ceux qui n'auraient pas vu le manga et qui voudraient continuer à l'apprécier et qui vont profiter des 20 ans d'anniversaire ou des 25 ans, je sais plus, et que l'anime soit refait pour kiffer Naruto. Mais en gros, la fin de Naruto, il se passe n'importe quoi. Et du coup, là, j'ai peur que One Piece il fasse la même chose. Mais ce qui me fait le plus peur, c'est plutôt qu'on crie au génie. Parce que Oda, c'est vrai qu'il a prouvé plusieurs fois par le passé qu'il avait beaucoup d'imagination et qu'il était aussi très intelligent et qu'il était aussi et qu'il faisait aussi comment ça s'appelle des calls, mais c'est-à-dire qu'en gros il va dans son histoire il va parler d'un personnage ou d'un événement ou de quelque chose qui va avoir lieu plus tard, il laisse des indices et tout, mais là j'ai plutôt l'impression que Oda il s'est un peu perdu dans l'ego trip de l'artiste, dans le sens où c'est comme si la fanbase ait validé tout ce que faisait Oda et que du coup, ceux qui sont pas d'accord parce qu'ils ont un esprit critique, ils passent pour des haters, alors qu'en fait, non, c'est juste que putain, moi aussi je l'aime ce manga. Il m'a bercé quand j'étais gamin, j'ai grandi avec. J'aurais bien aimé que l'œuvre grandisse aussi, dans le sens où c'est pas toujours les gentils qui gagnent parce ils ont la volonté, parce qu'ils sont prêts à tout. Et donc, du coup, en plus de ça, même dans le monde de l'art de manière générale, il y a eu Game of Thrones, il y a eu Breaking Bad, il y a eu même Naruto, il y a eu Dragon Ball Super, il y a eu plein de trucs, et normalement, toutes ces œuvres-là, leurs succès et leurs échecs devraient servir de leçon à tous les artistes qui ont des œuvres en cours et qui veulent sublimer leur histoire. Et donc, du coup, cette happy end, elle a un goût amer, parce que au final, c'est l'arc Wano. Il était parti pour être traité comme un arc différent des autres avec plusieurs actes. C'est la première fois que ça arrive dans One Piece, que ça nous tease, attention, acte 1. Genre en mode ça va être tellement lourd que je suis obligé de séparer en trois grosses parties pour vous expliquer un peu là où je veux aller. Et au final, l'acte 3 il est juste décevant parce que les combats, ils sont pas savoureux. Je veux dire, le combat contre King, il était tout pété. C'est ce qui m'a fait rager au bout d'un moment sur ma chaîne en mode, non, plus tard dans le manga, il se passe un truc et je comprends pas parce que c'est... En gros, vu que Zoro, il a battu King, quelque chose qui se passe sur Egghead devrait pas arriver, genre. Et donc du coup, voilà. Moi, j'ai lâché One Piece. Je suis moins fan de One Piece, je suis moins hypé. J'ai acheté les mangas récents, j'aimerais bien faire des reviews de nostalgie, recommencer le manga depuis le début, laisser un peu ceux qui veulent être à tout prix à la page, le dernier chapitre, spoiler et tout ça, les laisser dans leur monde et dire ok bon ils sont hypnotisés par One Piece, moi aussi je l'étais à une époque, c'est pas pour rien que j'ai fait ma chaîne One Piece, donc je comprends tout à fait genre, ce côté où d'analyser la suite, de chercher à savoir des choses et tout, c'est super kiffant. Et donc du coup voilà, donc grosso modo je commence cette review avec déjà un goût amer dans la bouche parce que je sais que ça va pas me plaire, parce que c'est juste une happy end parmi tant d'autres et du coup voilà. Donc ce qui va se passer c'est que je vais lire le chapitre 1051 et que peut-être qu'au cours de cette vidéo je lirai aussi le chapitre 1052 et peut-être le 1053 pour un peu accélérer et arriver à jour dans le manga. Allez, c'est parti pour la lecture du chapitre. On se retrouve pour vous juste là dans quelques secondes. Ok, donc je viens de lire le chapitre 1051 de One Piece. Donc je l'avais déjà lu par le passé quand j'ai repris la lecture des scans avant de reprendre mon activité sur la chaîne YouTube il y a un an ou deux. Et j'avoue que j'avais pas trop compris à cet instant. Donc Momonosuke qui arrive, il est plus sous forme du dragon, il est sous forme humaine. Donc il y a toujours le jutsu de la ninja dont j'ai oublié le nom qui fait effet. Donc il a une apparence d'adulte. Alors ça aussi, je trouve ça n'importe quoi, mais encore ça, ça passe. Ensuite, le discours, il est bien. Je veux dire, ce qui est, ça fait stylé, on a gagné, c'est nous les plus forts, on a mis fin à la souffrance, avec moi vous serez en paix, vous inquiétez pas les Srabs, je vais pas vous faire travailler comme des esclaves, mais j'aurai besoin de votre force pour rendre le pays plus beau. Et donc du coup, ouais, genre, c'est un chapitre, en vérité, il se passe rien d'importance, et je veux dire, si t'as été pris par l'histoire, que tu t'es attaché au personnage et que c'est des personnages du style comment elle s'appelle déjà la petite Otama je crois. Otama je crois qu'elle s'appelle.
Ouais, Otama. Si tu t'es attaché à la petite Otama, c'est vrai que c'est peut-être un peu, genre, ça peut faire marcher les sentiments pour toi, parce que du coup, t'es là en mode, ok, ces souffrances, elles sont terminées. Mais si, comme moi, où la suspension d'incrédulité, elle est sortie, et que tu as ce sentiment que tu lis pas une aventure, tu lis une histoire écrite par quelqu'un, je sais pas comment vous expliquer. La suspension d'incrédulité, c'est ce qui fait que quand on regarde une œuvre, on est dans l'œuvre. Et la suspension de crédulité, elle peut se rompre pour plusieurs raisons dépendant propre à chaque personne. Mais moi, c'est surtout quand je trouve qu'il y a des choix qui sont faits de l'histoire qui sont illogiques ou que c'est trop scénario. Genre quand un événement arrive et que je me dis ah c'est parce que c'est scénario, moi ça me sort de la suspension d'incrédulité et donc du coup émotionnellement je suis moins capable de m'impliquer dans l'œuvre et de ressentir les émotions que l'auteur veut me faire ressentir. Donc du coup, là, Momonosuke, il fait son discours, mais en vrai, moi, je trouve ça, genre, je trouve ça un peu fade, dans le sens où Momonosuke, au final, bon, ce qu'il a fait, c'est en gros, il s'est transformé en dragon, il a pris forme adulte, il a fait des nuages pour pas qu'il s'écrase, il a réussi, ok, il a fait son rôle dans le scénario. Mais en soi, genre, c'est un gosse de 8 ans qui a une apparence d'adulte. Et donc, gérer un pays, c'est pas. Pour gérer un pays, il suffit pas juste de dire vous inquiétez pas, les gars, moi je suis gentil, les autres ils étaient méchants, avec moi tout le monde sera bien. Parce qu'il y a des réalités économiques, il y a des réalités politiques, il y a des réalités géopolitiques, il y a des réalités au niveau des ressources, il y a des réalités au niveau de l'environnement. Je veux dire, cette histoire sortie, qu'on me sort, quand t'es gentil, tout se passe bien. Moi, je peux pas l'accepter dans le sens où je m'en suis bien rendu compte qu'au cours de ma vie, que c'est pas tout le temps les gentils qui ont raison. Je veux dire, il suffit juste qu'on regarde le monde tel qu'il est pour se rendre compte que parfois les gros fils de pute et connards qui hésitent pas à tuer des enfants et qui se cachent derrière des excuses du style ouais mais c'est eux qui ont commencé, ils sont libres, ils sont au pouvoir, ça se passe mal, tout le monde leur dit d'arrêter mais ils arrêtent jamais. Jusqu'à ce qu'il y ait un Luffy qui apparaisse et qui termine le game, mais après le Luffy, qu'est-ce qui se passe? Je veux dire, à Alabasta, je crois que ce côté-là, il avait été mieux développé dans le sens où on avait vu le pays souffrir bien avant sous l'influence de Crocodile, et que Crocodile avait vraiment tout manipulé pour discréditer le roi. Et du coup, on voyait mieux le monde géré par Cobra et le monde géré par Crocodile. Il avait vraiment ce contraste. Genre avec Crocodile, c'était vraiment la sécheresse et laissez-moi découvrir Pluton. Et Cobra, il avait vraiment ce côté où il essayait de veiller sur son peuple malgré les difficultés que pouvait traverser son pays. Et même quand le Crocodile il commençait sa manigance pour discréditer le roi Cobra, on voyait que le roi Cobra, il avait vraiment quelque chose où il faisait face aux responsabilités d'être dirigeant de son pays. Là, Momonosuke, en réalité, il connaît R de comment on dirige un pays. Je veux dire, je veux bien, ça c'est ce qui se passait dans des vieilles légendes et dans des vieilles histoires il y a 2000 ans, quand on était encore des tribus. Alors certes, on avait peut-être une richesse d'âme plus pure, mais du coup, oui, le coup du c'est l'héritier légitime, donc il faut le mettre au pouvoir, tu vois, c'est un peu con. Tu vois, si encore Momonosuke, il te sortait, il était sous son apparence de 8 ans, parce que c'est important, le mec il a que 8 ans, donc arriver avec une apparence humaine et vendre du rêve à ses citoyens, je trouve ça un peu faux cul, dans le sens où c'est pas si simple que ça de gérer un pays. Et du coup, genre, il faut écouter son cœur, peut-être, j'en sais rien. Faut surtout écouter son peuple, faut surtout être disponible pour son peuple, et il faut surtout accepter la réalité dans laquelle dans la réalité de la situation dans laquelle se trouve son peuple. Genre après, j'ai pas tout en tête. Je vais pas vous mentir, j'ai pas tout en tête concernant Wano, mais c'est juste que là, franchement, j'ai toujours aimé ça dans One Piece, ce côté, on va dire. Pas kitsch, mais ce côté cliché. Et en mode les gentils gagnent toujours. Mais je trouve que dans les histoires passées, il y avait vraiment. C'était vraiment mieux. C'était plus classe la manière dont c'était écrit, dans le sens où on nous vendait un méchant, et à l'opposé de ce méchant, il y avait un gentil qui galérait pour aider son peuple, mais qui l'aidait quand même. Et là, Momonosuke, il a grandi dans un château. Il est parti pendant 20 ans, il est revenu, il a fui le pays. Il a fait une alliance avec des pirates. Alors ouais, il a sauvé son pays en ramenant des gens. Mais au final, je trouve pas qu'il est spécialement légitime sous prétexte que c'est le fils d'Oden. Genre,
Je sais pas. Genre, là, Wano, les citoyens de Wano, c'est vraiment genre juste une bande de moutons qui suivent le mec qui est au pouvoir. Je veux dire, peut-être qu'il est. Genre, comment ça s'appelle? Dans Alabasta, genre, Koza, il réunit des gens pour destituer le roi Cobra. Son peuple se bat à la Wano, ils ont juste attendu un sauveur. Le sauveur il est arrivé et maintenant le sauveur il dit maintenant suivez-moi ça va mieux se passer et le peuple y suit et je veux dire c'est pas développé. Dressrosa ils ont bouffé à Dressrosa. Doflamingo il a manipulé les soldats, il a attaqué le peuple. Après le peuple il a pris les mains et les armes. Je veux dire c'est ça normalement dans One Piece ça arrive tu vois le peuple il se fait ragla et après il finit par se réveiller et se dire on va aider le mec qui veut nous sauver et nous aussi on va se battre on va pas se laisser faire comme ça et là il y a pas ça dans l'Arc Wano. Il manque le peuple qui se réveille tout simplement. Mais bref, genre ce chapitre-là, par exemple, pour moi, c'est un peu le chapitre qui, comment dire, qui fait, on est dans le cliché. On reste dans le cliché, on sort pas du cliché, et aimer les clichés, parce que je dis que c'est les gentils qui sont gentils, et que les méchants, ils sont méchants, et donc du coup, suivez-moi, tu vois, c'est un peu ce que j'entends dans ce chapitre. J'ai pas beaucoup de choses à dire, il n'y a pas d'hypothèse à faire, il y a rien à expliquer, il y a rien à analyser. C'est Momonosuke qui fait son discours. Donc le discours, j'avoue quand même, il pète un peu. Genre moi, genre, je trouve qu'il est un peu stylé le discours, ça donne envie de croire en Momonosuke. Mais c'est juste que ça reste un gosse de 8 ans qui a pas pu être entraîné à diriger un pays. Donc il a aucune notion économique, aucune notion militaire, il a rien, il a aucune notion. Et il arrive comme ça en disant je vais diriger le pays, regardez, j'ai une apparence adulte, donc faites-moi confiance. C'est un peu méchant de sa part. Faut dire ce qui est, c'est un peu méchant de sa part. De promettre à son peuple la paix alors qu'au final il a rien, il a pas de certitude qu'il pourra lui apporter. Bon, on va lire le chapitre 1052. Donc, je vais changer de titre. On va lire le chapitre 1052 et on va voir s'il y a plus de choses à se mettre sous la dent. Allez, à tout de suite. Lecture du chapitre 1052 terminée. Alors, du coup, j'avoue que ça fait un peu du bien, ce chapitre. Alors, en gros, pour le résumer, ça se passe quelque... Il y a d'abord un petit truc qui est teasé au début, genre en mode, ouais, Nika s'est réveillée. Donc cette connerie autour de Nika, on va pas trop en parler. Je veux dire, moi je trouve que c'est nul, tout simplement. En fait, c'est à la fois stylé et c'est à la fois nul. C'est stylé dans le sens où ça fait un fruit puissant qui a plein de possibilités. C'est nul dans le sens où le fil avait du charme juste avec un fruit, le fruit gomme-gomme, qui le rendait élastique et qu'en gros ça aurait pu être expliqué par plein de choses autour du caoutchouc, l'éveil de Luffy, parce qu'il y a la vulcanisation du caoutchouc, genre on peut faire chauffer le caoutchouc à très haute température, et une fois qu'il est chauffé à très haute température, il peut se mélanger avec d'autres composants afin d'être plus solide ou plus je sais pas quoi. Bref, parlons pas de ça. Donc on a les sages là, les chefs du gouvernement mondial là, comment ils s'appellent déjà? Ah, le fan de One Piece en moi serait un peu dégoûté. Bref, on a les doyens qui discutent entre eux et qui sont là en mode ouais bon vous allez quand même nous ramener Nico Robin et le CP0 il est en mode ouais on va la ramener, ouais on va la ramener. Et d'un coup la communication elle est brouillée et quelqu'un dit ouais surtout bougez pas, je me dirige vers vous. Alors je sais pas si cette personne elle est amicale ou si c'est un ennemi. Mais en tout cas, le chapitre 1052 se termine sur l'apparition de Do de l'amiral Attendez, je vais lire, parce que je crois que c'est Ryokugyu. 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 Et donc, du coup, il y a les primes aussi qui sont sorties, l'annonce de qui seront les nouveaux empereurs. Donc c'est un chapitre, je l'ai bien aimé, je vais pas vous mentir, parce que ça signe la fin de l'arc Wano, ça l'acte en fait, ça acte la fin de l'arc Wano. Ça dit, bon, Wano c'est terminé, préparez-vous, on va passer à autre chose. Là j'ai pas le temps de tout vous expliquer, mais il va se passer du lourd. Donc du coup, je suis assez content, parce que genre l'arc Wano il était un peu à rallonge. Il durait depuis trop longtemps, dans le sens où l'acte 3 était pas aussi palpitant qu'il aurait dû l'être. Et donc du coup, je suis content qu'on se termine là et que ça lance un nouveau scénario et que ça lance sur de nouvelles intrigues, que ça lance aussi de nouveaux personnages qu'on attendait depuis un certain moment. De l'autre côté, en parallèle, pendant la mini-aventure, on a le Germa qui a aux prises avec les hommes de Big Mom qui commence à faire son évasion. On a César qui repère les frères de Sanji et qui va peut-être partir avec eux.
Et donc du coup, voilà, donc chapitre de transition, donc on voit bien un peu que limite même Oda, il trouve ça ridicule, la manière dont il décrit, genre que Momonosuke, il ait 8 ans mais qu'il soit dans un corps d'adulte. On a Yamato aussi, j'en ai pas parlé tout à l'heure au chapitre 1051. Alors au final, je sais pas ce qui est fini par dire avec Yamato. Parce que Jinbei, lui aussi, il a rejoint l'équipage, mais il a attendu un temps avant de venir. Alors peut-être que Yamato va faire le même délire. Et donc du coup, je sais pas ce que Oda va faire de Yamato. Moi, je l'aurais bien vu dans l'équipage, même si elle arrivait un peu en mode what the fuck, sortie de nulle part. Je suis le fils de Kaido, vous inquiétez pas, je suis avec vous, je vais vous aider. Il sort de nulle part. Mais en même temps, je sais pas, je trouve que le personnage, il a un certain charme, il a un certain flow, et en plus de ça, il est du type Zoan mythique du renard à 27 milliards de queues. Et donc, du coup, moi, j'aimerais bien que Yamato rejoigne l'équipage. Je trouverais ça stylé parce que, en réalité, Luffy, au début de l'aventure, il a dit: Ah, je veux juste une dizaine d'hommes hein, pour pas me prendre la tête. Je pense que ce serait bon. Mais en réalité, une dizaine, 12, c'est une dizaine, tu vois. Et donc, du coup, rajouter plus de membres dans l'équipage, ça pourrait être stylé. Après, tout dépend de comment Oda va traiter les personnages et va aussi les exploiter. De l'autre côté, on a Luffy et Zoro qui se réveillent de leurs blessures, scène assez marrante. Luffy qui demande de la viande, Zoro qui demande de l'alcool, c'est le festin. Comment il s'appelle, Momonosuke qui a décidé d'organiser un banquet pour célébrer la victoire de l'équipage. Et je trouve ça assez stylé. Parce on retourne un peu dans ce côté One Piecien, poser, détente, quelque chose que Oda, il y a quelque chose que Oda maîtrisait toujours, qui est maîtrisé dans chaque arc, c'était le côté, l'aspect sérieux du manga. Mais là où Oda il sublime son œuvre, c'est toujours dans le côté détente, dans le côté déconnade, dans le côté blague. Et donc le fait de le revoir venir un peu à cette base-là, genre en mode ouais, c'est la victoire, on est détente, on est chill, on a gagné, c'est trop bien, et le journaux qui annonce les victoires, c'est des trucs que depuis le début du manga on a. Et donc du coup, je trouve ça assez sympathique. Et j'avoue que je suis un peu hypé par l'arrivée de Ryokugyu, dans le sens où il avait été teasé à l'arc Dressrosa sur l'île de. Comment elle s'appelle déjà l'île c'est pas Zoo, c'est pas Little Garden non plus. Oula, attendez, je cherche dans ma mémoire. Je crois que c'est Green Beat, je suis plus sûr. Bref, sur l'île des nains. Et donc, du coup, pendant le fight Fujitora Doflamingo Law, Doflamingo il avait teasé en rencontrant Fujitora, ouais, comment il va ton Srab Ryu Kogyu. Et donc, du coup, j'avoue que là, je suis assez content, surtout qu'en plus de ça, son fruit du démon il a l'air d'être assez stylé. Moi, Ryu Kogyu, quand j'ai vu que ça voulait dire le taureau vert, je l'imaginais avec un pouvoir du style Logia de la Terre. Dans le sens où il change en terre, genre il maîtrise la terre, c'est un Pokémon de type sol. Je voyais ça comme ça. Mais au final, ça a l'air d'être les plantes. Alors malheureusement ou heureusement, j'en sais rien, le côté plante, il avait déjà été utilisé dans le film Z, par l'un des bras droits de Zephyr, qui avait le fruit pouce-pouce en français. Je connais pas les noms japonais parce que j'ai du mal à les retenir, donc je préfère utiliser les termes français, qui était capable de faire pousser des plantes à vitesse folle. Et donc là, c'est peut-être un homme plante, et ce serait assez stylé en réalité que ce soit un homme plante et qu'il ait plusieurs plantes à son arc. Dans le sens où il peut activer le mode plante carnivore, activer le mode plante venimeuse, activer le mode liane. Genre, ce serait assez stylé que ce soit le fruit de la plante, de manière générale. Donc, ça laisserait libre cours à l'imagination d'Oda, avec assez de classe, je pense. Et donc, du coup, reste à voir ce que Oda va faire de lui. Voilà, donc chapitre 1052, moi je l'ai bien aimé parce qu'il il conclut le combat contre Kaido et je pense qu'il fallait arrêter le massacre, fallait passer à autre chose et en espérant que Oda soit capable de se relancer vers d'autres histoires, vers d'autres. Genre, nous refaire rephilosopher, nous refaire réfléchir sans qu'on s'en rende compte, c'est Oda il avait été capable de le faire. Il a toujours abordé des sujets de manière assez subtile. Et donc, du coup, là, en fait, je trouve qu'Awano, c'était un peu trop direct. Le côté Kaido, il est méchant, faut l'arrêter. Kaido, il est méchant, faut l'arrêter. On sait reconnaître les méchants dans One Piece, hein, c'est facile. Ils ont tous une carrure de malade et ils font ha 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 dès qu'il y a un mec qui souffre. Et donc, du coup, j'avoue que là, je suis assez content. Ça a l'air d'être stylé. Il y a aussi cette petite scène de Kid. Alors, Kid, juste à noter, c'est mon supernova préféré. Sur Charm Body, parmi les supernovas, Kid c'était mon préféré pour son pouvoir magnétique. Là, j'avoue que je suis plus du côté de l'eau parce que l'eau il a été plus développé, il a eu plus d'action, il a eu plus de scènes. Et donc, du coup, j'avoue
que je suis un peu fan de cette dynamique. Je veux dire, Kid, Luffy, Law, il y a vraiment un moyen de faire une bonne dynamique. Genre, même si je voyais plutôt Kid être un rival de Luffy, et à la fin ça se termine par Luffy versus Kid, j'avoue que ce côté où ils font une alliance, ils se battent ensemble du même côté contre un ennemi commun, je trouvais ça assez stylé. Je trouvais ça assez drôle, je trouvais ça assez sympa. C'est vrai que ça, je l'ai pas dit, mais la dynamique qu'ont les trois supernovas est assez stylée. Du coup, qu'est-ce que je pourrais dire de plus sur ce chapitre? Je sais pas, j'ai pas plus de choses à dire. Juste que j'ai envie de lire le chapitre 1053, donc je vais lire le chapitre 1053 et je reviens tout de suite derrière pour vous en faire la critique. Je change le titre. Chapitre 1053. Allez, à tout de suite. Ok, donc chapitre 1053 lu. Donc on voit Ryo Kogyu qui achève entre guillemets les pirates de Kaido. Donc King et Queen qui sont en PLS face à lui parce qu'ils n'ont pas pu récupérer leurs blessures, qu'ils n'ont pas pu partir, ils n'ont rien pu faire. Et il annonce... attendez, je vais revoir son nom parce que c'est dur à dire l'autre, donc je vais plutôt dire celui par son prénom plutôt. Et merde. Attendez, faut pas que je perde ma page. Voilà. Et ensuite. Voilà, c'est dur de transiter dans les pages. Voilà, Aramaki. Donc Aramaki qui a l'air de bel et bien avoir le pouvoir des plantes. Donc je sais pas trop ce que ça implique exactement, mais il a l'air de dessécher, d'absorber l'eau dans le corps des gens. Alors c'est peut-être une de ces variétés de plantes. Moi ce que je verrais bien pour cet amiral, pour le taureau vert, ce serait vraiment plusieurs plantes, c'est-à-dire qu'il ne soit pas juste une seule plante avec une seule fonction, qui puisse faire plusieurs plantes différentes, et donc du coup, ce serait assez stylé. Mais le truc le plus important qu'il y a à noter, c'est pas l'apparition de cet empereur, c'est plutôt le fait que l'arme antique Pluton se trouve dans le pays des Wa. Donc ça, c'est quand même un peu du lourd dans One Piece. Alors l'arme antique Pluton, on nous en parle depuis Alabasta. Lors de l'arc à Water 7 et CP9, c'était un peu l'un des points centrales de l'histoire, les plans de Pluton. Ils ont été brûlés par Frankie et donc l'arme se trouverait dans le pays des Wa. On n'en sait pas plus, mais Robin, elle est devant le poneglyphe qui a l'air qui va probablement donner la réponse aux questions. Alors, je sais pas si c'est un road poneglyph ou si ça doit être le road poneglyph. Et donc du coup, je trouve ça assez intéressant que l'arme antique Pluton va peut-être apparaître plus tôt qu'on le pense dans l'histoire, ou en tout cas, Luffy va peut-être réussir à mettre la main dessus, j'en sais rien. Je sais pas ce que Oda va faire de cette information, je sais pas ce que Robin va en faire de cette information auprès de l'équipage, si elle va le garder pour elle, pour son road trip des néo-poneglyphes, en mode je veux juste connaître l'histoire, j'ai pas envie d'utiliser l'histoire et les armes de l'histoire, et je sais que Luffy il est pas comme ça, que ça l'intéresse pas, l'arme antique Pluton, l'arme antique Poséidon, l'arme antique... il y avait qui d'autre Uranus. Et donc, du coup, je sais pas ce que Robin va faire de cette information. Par contre, le truc aussi qui est intéressant, et c'est là je vais pouvoir en revenir, c'est les quatre nouveaux empereurs. Alors les quatre nouveaux empereurs, c'est Barbe Noire, Baggy, Shanks et Luffy. Alors Baggy, je trouve ça au final, genre, déjà, Kid, Luffy et Law, tous les trois, ils ont une prime à 3 milliards de berries. Donc, ils ont des primes d'empereur. Mais que Baggy soit considéré comme un empereur, je trouve que la blague, elle arrive à son terme. Je veux bien qu'il ait fait, comment ça s'appelle, qu'il ait fait son délire en mode Shichibukai, ça c'était bien vu, parce que Shichibukai, au final, dans le monde de One Piece, c'est pas si impuissant que ça, Shichibukai, mais un grand corsaire. Mais là, le fait qu'il ait le titre d'empereur, je trouve que Oda, il a poussé la blague trop loin. Je veux dire, dans le teasing de la Cross Guild, je sais plus quand est-ce que c'était écrit, je crois que c'est dans d'autres chapitres Egg Edge. Donc là, je spoil un peu. Désolé si je vous spoil, et si vous êtes au chapitre 1053 que vous n'avez pas envie d'être spoilé, c'est vraiment un petit truc, un petit détail, mais je vais pas le dire finalement pour garder la surprise et je le traiterai quand ça arrivera. Mais disons que dans l'équipe qui a réuni Baggy, il y a des pirates qui seraient plus intéressants de les mettre en empereur, que ce soit pour un retour ou que ce soit même pour sublimer le personnage. Moi, j'en pense à un en particulier. Mais du coup, je vais pas le dire dans cette vidéo parce que genre, j'ai envie de garder ça pour quand on va commencer à analyser la Cross Guild. Donc du coup, là, j'avoue que c'est assez satisfaisant en réalité le délire des empereurs.
et l'intervention de Ryo Kogyu, qui est là en mode je dois ramener la tête de Luffy pour aider, pour satisfaire Sakazuki, l'amiral en chef de la marine. Je trouve que c'est un bon amiral en chef et j'ai envie d'être dans ces petits papiers. Et donc du coup, je trouve ça assez intéressant. Que ça, ça va vite. La nouvelle s'est vite répandue. On a fait une ellipse de 7 jours. Donc Oda, il s'est pas cassé la tête. Il a fait bon, là, ils ont besoin de se reposer. La nouvelle, qui est le temps qu'elle se répande. Le petit délire au début dans le journal où le mec il est en mode non, mais il faut dire la vérité. Le monde est en bouleversement. L'histoire s'écrit sous nos yeux. Je trouve que ce côté One Piecien, ça fait du bien de le retrouver un peu, dans le sens où c'est comme ça que même dans mon esprit, en mode Luffy n'arrive pas à battre Kaido, après plusieurs arcs contre d'autres personnes, avec peut-être un arc entraînement pour attraper le niveau des empereurs, il y aurait pu y avoir plein de trucs, mais ça aurait fini sur ça, ça aurait fini par Luffy, quoi qu'il arrive, il aurait fini par battre Kaido, c'est juste la manière dont il le bat, les circonstances dans lesquelles il le bat, ça m'a pas convaincu. Mais je suis content que ça qu'on tourne la page et qu'on se dise, vas-y, on va aller là, on est dans le endgame. On est vers la fin de One Piece. La fin de One Piece, je pense qu'elle commence maintenant. Alors, reste à savoir si elle sera satisfaisante ou si elle sera pas satisfaisante. Mais le problème que je tenais à soulever, c'est que du coup, qui va se retrouver en face de Luffy dans le combat pour devenir le roi des pirates? Genre Shanks, ils vont jamais se fight l'un contre l'autre, alors à part s'ils font un arc entraînement ensemble. Baggy, il avait l'air d'être l'allié de Luffy depuis Impel Down. Mais est-ce qu'il va changer de côté? Est-ce qu'il va se dire ah non, mais moi je rejoins Barbe Noire parce que je veux l'or et je veux l'or, je veux l'or, je veux l'or. Et du coup, c'était qui Shanks, Baggy, Luffy et Barbe Noire. Et donc du coup, Barbe Noire, déjà de un, Barbe Noire, j'ai toujours trouvé que Barbe Noire il avait été bien développé. Mais depuis qu'on l'a vu apparaître après l'ellipse, je trouve qu'il est moins bien développé que par le passé. Je sens moins la patate quand il y a Barbe Noire qui est mentionné, mais je sais que Oda il a envie de faire quelque chose avec Barbe Noire. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a certaines hypothèses qui sont sorties, comme quoi Rock Dizebe qui serait de retour, des scénarios du style Naruto-like, où en mode on te prend quelqu'un du passé, qui a été mentionné plusieurs fois, et on le fait revenir dans le présent, en mode c'est le méchant de fin. Je sais pas. Moi, j'ai toujours pensé que Barbe Noire, ce serait un peu le boss de fin, dans le sens où il évolue en même temps que Luffy, en tant que pirate, il gravit des échelons à sa manière de son côté, et à la fin, Luffy et Barbe Noire se tapent pour savoir c'est qui le roi des pirates. Voilà. Bon, j'avoue que là, j'ai lu 3 chapitres, donc ça fait du bien de lire plusieurs chapitres. Je suis un peu hypé, j'ai envie de savoir Ryo Kogyu ce qu'il va faire comme move, parce qu'à la fin du chapitre, il est là en mode ouais, vous faites la fête, mais nous on n'est pas content pendant que vous faites la fête, le monde il baigne dans le chaos. Je suis un amiral de la marine, je suis venu résoudre ce problème, j'ai arrêté les pirates, mon frère. Et donc du coup, j'avoue que là, je pense que je peux me laisser suspenser. Je vais regarder combien de chapitres il reste. Je suis au 1053, donc je commence au 1054. Il me reste 2 chapitres avant de devoir acheter le tome 105. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais arrêter la vidéo ici pour avoir de la matière à consommer quand je me sentirai dans le flow de vous refaire encore une review. Ça fait 30 minutes, c'est cool. On a fait 3 chapitres, c'est bien. Donc voilà, donc au final, Luffy c'est devenu un empereur. Luffy, nouvel empereur. L'arme antique Pluton est là dans le pays des Wa. Qu'est-ce qu'on va faire de cette information? L'héros de Poneglyph, il manque plus que celui de Shanks, je crois. Il y avait celui de Zoo, celui de Big Mom, celui de Kaido, là ils vont être récoltés, il manque plus que celui de Shanks. Et donc du coup, voyons voir ce que Oda nous réserve pour la fin. Voilà, donc j'avoue que cet épilogue me satisfait parce qu'elle met fin à l'acte 3 qui était pas si mémorable que ça. Je veux dire, les combats, je les ai oubliés. Je me souviens juste des mauvais côtés. Je me souviens aussi de Robin versus Black Maria. Je suis content que Robin ait eu un combat. Donc c'est vrai que c'était assez cool. Là, de temps en temps, je vois des vidéos qui sortent sur One Piece avec des gros titres de l'enfer, des titres putaclic en mode vas-y clic, et en fait, c'est des trucs à la con qui sont révélés dans des journaux de bord ou dans des trucs à côté qui sont pas dans l'histoire principale. Donc là, du coup, j'avoue que je suis un peu hypé parce que l'arc Eggedge, jusqu'à un certain point, il m'intéressait pour l'intervention d'un personnage. Donc je révèle pas dans cette vidéo qui c'est ce personnage, mais là on en approche bientôt. Et donc du coup voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'était Riger. Si vous avez des hypothèses, si vous avez des trucs à dire sur le manga One Piece, si vous avez un avis que vous avez envie de partager, lâchez-vous dans les commentaires, ils sont là pour ça.
Nous, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, il faut laisser un like, vous abonner, patati et patata. Moi, de mon côté, je vais vous souhaiter à tous une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi. Je vais vous dire à bientôt pour plus de vidéos. Prenez soin de vous, faites pas de bêtises. Bisous sur le cou. Tchuss!